c'est vrai à la fois que l'énergie, c'est un sujet compliqué, mais il y a aussi plein de choses importantes qui sont en fait aujourd'hui faisables et pas si compliquées. Et du coup, c'est bien de pas non plus se perdre dans la complexité. Par exemple, dans le chauffage, aujourd'hui, c'est pas si compliqué. Il faut remplacer les chauffages au fioul et au gaz par des chauffages électriques et des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est quoi? C'est des sortes de frigos inversés qui permettent de se chauffer à l'électrique en consommant 3 fois moins. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à l'énergie. L'énergie, ce n'est pas un sujet facile, comme vous pouvez l'imaginer. L'énergie est un sujet complexe, pas forcément sexy et qui peut parfois faire un peu peur, auquel on n'a pas forcément envie de s'intéresser. Mais vous le savez, mon but avec ce podcast, c'est justement de vous donner des pistes de réflexion et des outils pour que vous puissiez mener à bien votre transition écologique. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'il était quand même pertinent et très intéressant de recevoir Stéphane et Ludovic de la chaîne YouTube Osons Causer pour parler du sujet de l'énergie, un sujet d'actualité dont on a énormément parlé dans les médias ces dernières années. Alors au micro, vous entendrez Stéphane et non pas Stéphane et Ludo, puisque Ludo a eu un petit imprévu le jour de l'enregistrement. Mais vous pourrez écouter Stéphane, qui est l'acolyte de Ludo depuis le début de la chaîne YouTube Osons Causer, mais qui n'apparaît pas en vidéo. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas son nom. Ils ont coécrit cet ouvrage ensemble, que je vous invite d'ailleurs grandement à lire si vous souhaitez démystifier ce sujet de l'énergie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous allez voir, tout est très simple et très bien expliqué grâce à Stéphane. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très bientôt. Salut Stéphane, je suis ravie de te recevoir au micro. Malheureusement, Ludo n'est pas là, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Pour parler de d'énergie et notamment du bouquin que vous avez écrit tous les deux et qui est sorti tout récemment. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un peu le contexte de ce bouquin et après on attaquera et on entrera dans le vif du sujet? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de nous avoir invités. Nous, on est tombé dans l'énergie il y a 5-6 ans, en fait, par le réchauffement climatique. C'est en découvrant à quel point le problème du réchauffement climatique était grave et à quel point il était lié à l'énergie qu'on utilisait, puisque l'essentiel du réchauffement climatique est causé par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. C'est ça qui nous a donné envie de nous intéresser à l'énergie. Et puis, on est tombé dedans comme Obélix dans le chaudron de potions magiques. Et 5 ans plus tard, on a fait des dizaines de vidéos sur le sujet. On a passé des centaines d'heures, je pense à ce stade, c'est des milliers d'heures à lire des articles, des rapports, etc. pour essayer de se repérer dans ce sujet. Parce qu'à la fois, il nous semble qu'il est extrêmement important pour déterminer ce que va être notre avenir, et en même temps il est super compliqué, il est blindé de controverses, des fois de postures idéologiques, des fois de débats compliqués à démêler, et nous on a pris beaucoup de plaisir à essayer de le faire ces dernières années, de le transformer en vidéo pour le rendre accessible à plein de gens. Et ce livre, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail. On a voulu condenser l'essentiel de ce qu'on avait compris dans un petit livre de 150 pages qui soit le plus accessible possible, le plus clair possible, pour permettre à des gens qui ont envie de découvrir ou de faire découvrir le gros des enjeux de l'énergie en pas longtemps et de manière, on espère, un peu agréable à leur famille, à leurs potes. Tout à fait agréable, je confirme. Et effectivement, c'est un bouquin que tu peux prêter même à un ami qui ne maîtrise pas du tout le sujet et qui apportera quand même des connaissances et des infos intéressantes à quelqu'un qui a déjà un peu bossé le sujet. Donc, c'est un peu hybride et c'est vraiment assez plaisant à lire.
Pour commencer, j'aurais bien aimé que tu nous dresses un peu un état des lieux de la situation actuelle en France, d'un point de vue de l'énergie. Effectivement, tu le disais, c'est un sujet qui est récurrent. On ne peut pas assister à un débat politique sans que le sujet de l'énergie soit mis sur la table. C'est bien souvent aussi dans les repas de famille, etc. Pour autant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui maîtrise et connaisse le sujet. Donc, est-ce que tu peux nous dresser déjà un peu un état des lieux de la situation et pourquoi aujourd'hui c'est problématique et pas durable? Ouais, alors déjà, il y a un premier cliché qu'on a encore parfois aujourd'hui sur l'énergie, c'est de l'associer à l'électricité, de penser que énergie égale électricité. Et du coup, il y a des gens qui nous disent « Ah bah nous, en France, c'est super, on a une électricité bas carbone, on a nos barrages hydroélectriques, nos centrales nucléaires et un petit peu de panneaux solaires et d'éoliennes. Et du coup, tout ça est bas carbone et du coup, on est très bien, on est mieux que les autres et c'est parfait. » Et c'est vrai que du point de vue de l'électricité, la France est un des pays les meilleurs du monde, dont l'électricité est la moins impactante pour le climat. Même s'il va falloir que ça continue comme ça et il y a des gros défis pour que ce soit le cas. Mais si on étend le regard à ce qu'est l'énergie en général, c'est un petit peu moins glorieux puisque en fait 2/3 de l'énergie qu'on consomme en France aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile et principalement du pétrole et du gaz. Et si on regarde les gros endroits où on crame des énergies fossiles pour assurer notre vie de tous les jours, c'est essentiellement les transports, avec principalement les voitures, que ce soit la voiture individuelle qui fait le gros du morceau, les camions, un petit peu les trains diesel, même si c'est pas grand-chose, les avions bien sûr. Et après, le deuxième grand morceau, c'est le chauffage, avec le chauffage qui est à peu près en France à 40% au gaz, il y a encore à peu près 10% de fuel. Et puis le reste, ça se partage entre électricité et bois. Et du coup, ça, c'est le deuxième gros morceau. Et puis le troisième gros morceau, c'est les usages du gaz qu'on a encore dans l'industrie pour sécher des choses, pour fondre des choses, etc. Et du coup, si on veut avoir une économie française soutenable du point de vue du climat, il va falloir remplacer ce pétrole, ce gaz qu'on utilise dans l'industrie, dans le chauffage et dans les transports par des énergies bas carbone. Et tout l'objet du livre, c'est de comprendre comment on peut remplacer ces énergies, à quel point on peut éventuellement passer par de la sobriété pour diminuer un petit peu nos besoins et sans s'appauvrir dramatiquement, quoi. Vous parlez d'énergie décarbonée. Est-ce que tu peux juste nous expliquer de quoi il s'agit pour que les auditeurs et les auditrices ne soient pas perdus après? Alors du coup, en gros, il y a des énergies comme le charbon, le pétrole ou le gaz qui, quand on les brûle, émettent du CO2. Donc on les appelle carbonées pour ça, parce qu'elles émettent du CO2 et ça aggrave le réchauffement climatique. Ensuite, on a des énergies comme le nucléaire, les barrages hydroélectriques ou les panneaux solaires, les éoliennes, qui n'émettent pas de CO2 en fonctionnant. Et on les appelle des énergies bas carbone. Alors pourquoi bas carbone et pas zéro carbone ? Parce que pour construire une éolienne, pour construire une centrale nucléaire, etc., il faut du ciment, il faut de l'acier, il faut transporter des choses, etc. Et à chaque étape, on va cramer du pétrole, on va cramer du gaz, etc. Et du coup, quand on veut savoir quel est l'impact sur le climat d'une énergie, on ne regarde pas juste ce qui se passe quand elle fonctionne, mais tout au long de sa vie. Donc c'est ce qu'on appelle faire des analyses de cycle de vie, parce qu'on part de la construction jusqu'au démantèlement. On regarde toutes les émissions qui ont été faites le long du chemin. Ensuite, ça nous fait une quantité d'émissions. On regarde combien la source d'énergie a produit d'électricité tout au long de sa vie. On divise l'un par l'autre et ça nous donne les émissions par unité d'énergie. Donc souvent, c'est 1 kWh. 1 kWh, c'est en gros 1 heure de poulet au four. C'est 1 kWh. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on appelle les énergies bas carbone comme ça. Et c'est ces énergies-là qu'il faut qu'on développe assez rapidement pour pouvoir encaisser la diminution essentiellement en France, du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, alors tu parles de diminution du pétrole et du gaz, c'est une intention, pour autant c'est pas encore fait et on est très loin de pouvoir s'en passer. Comment est-ce qu'il faudrait procéder ? Donc tu le dis, il faudrait développer ces énergies bas carbone, donc développer des centrales nucléaires, développer les énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre ? Alors déjà, parfois, on a l'impression que les choses sont extrêmement complexes et qu'on n'est pas sûr de savoir le faire, etc. Quand on réfléchit à des enjeux d'énergie. C'est vrai à la fois que l'énergie, c'est un sujet compliqué, mais il y a aussi plein de choses importantes qui sont en fait aujourd'hui faisables et pas si compliquées.
Et du coup, c'est bien de ne pas non plus se perdre dans la complexité. Par exemple, dans le chauffage, aujourd'hui, c'est pas si compliqué. Il faut remplacer les chauffages au fioul et au gaz par des chauffages électriques et des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est quoi? C'est des sortes de frigos inversés qui permettent de se chauffer à l'électrique en consommant 3 fois moins. Qui sont bien développés d'ailleurs. Qui sont en train d'exploser. Et notamment, un truc qui est génial avec ça, c'est que on pensait que c'était quelque chose de très utile, mais que quand il faisait vraiment trop froid dehors, parce que l'idée c'est que ça récupère de la chaleur du dehors pour l'amener dedans, on pensait que quand il faisait trop froid dehors, entre mettons 0 et moins 5 degrés, ça fonctionnait beaucoup moins bien et que du coup ça devenait à peine mieux qu'un radiateur électrique normal. Et en fait, ces dernières années, les pompes à chaleur ont explosé en Norvège, en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait en réalité beaucoup mieux à des températures froides que ce qu'on avait imaginé jusque-là. Et du coup, là, c'est une excellente nouvelle pour l'énergie et pour le climat, parce que ça nous montre qu'en réalité, on peut déployer massivement des pompes à chaleur qui nous permettent à la fois de consommer moins d'énergie, de payer à terme moins de factures et de protéger le climat. Donc ça, c'est pour la chaleur. Et on voit que c'est pas si compliqué ce qu'il y a à faire. Pareil dans la mobilité, en fait, les solutions existent déjà. On sait déjà qu'il y a un enjeu de réaménagement du territoire progressivement et d'utilisation des transports en commun, du vélo, de toutes les mobilités douces. Et on sait aussi que pour les usages qui vont rester des voitures, parce qu'on ne va pas en 20 ans pouvoir se déplacer tous sans voiture. Et il y a des endroits où ça va rester nécessaire. Et on sait que les voitures électriques, même si elles ont des impacts environnementaux, etc., on sait aujourd'hui qu'elles sont bien meilleures pour le climat déjà que les voitures thermiques. Et en plus, elles vont devenir de plus en plus meilleures, puisqu'en fait, ce qui fait qu'une voiture électrique émet aussi encore du carbone, c'est que par exemple il faut faire l'acier d'une voiture électrique, on va le faire avec du charbon. Il faut faire la batterie d'une voiture électrique, on va extraire des métaux avec des engins qui fonctionnent au pétrole. On va fondre les métaux avec du gaz, avec du charbon, etc. Mais toutes ces choses-là, on peut les remplacer progressivement, et on doit le faire d'ailleurs. Du coup, en fait, une voiture thermique qui consomme de l'essence ou du diesel, elle va toujours consommer de l'essence ou du diesel, elle va toujours émettre autant de CO2, alors qu'une voiture électrique qui aujourd'hui émet déjà sur sa vie beaucoup moins de gaz à effet de serre, plus le temps va passer, plus on va décarboner, c'est-à-dire remplacer le gaz, le charbon, le pétrole dans les étapes de construction de la voiture, et plus elle-même, elle va devenir de moins en moins impactante du point de vue du climat. Donc c'est une solution qui est déjà mature, qui est de moins en moins chère, etc., mais qui va en plus être de moins en moins impactante pour le climat au fur et à mesure que le temps va passer. Mais qui implique néanmoins que ce remplacement des énergies fossiles ait lieu aussi dans les pays où sont extraits, par exemple, les métaux, le lithium, exactement, etc. Et ça, c'est un truc, des fois, on a un peu une image, on reste un peu des fois sur la situation qui était celle d'il y a 10 ans, c'est-à-dire on a un peu l'impression... parce qu'il y a des gens qui nous ont expliqué, attention, il y a les émissions qu'on fait en France et il y a les émissions un peu cachées qui sont dans les autres pays, les émissions importées. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir conscience que quand on utilise un iPhone en France, s'il a été fabriqué dans une usine qui utilise de l'électricité au charbon en Chine, et ces émissions-là, elles ont été faites pour notre objet, et que c'est important de pouvoir les compter pour se rendre compte de l'impact de notre mode de vie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très important de le comprendre, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, le leader des énergies bas carbone dans le monde, c'est la Chine. C'est pas l'Europe, c'est pas la France. La Chine est en train d'installer des quantités. Alors, ils installent encore quelques centrales à charbon, mais ça diminue de plus en plus. Et surtout, la production de nucléaire, de solaire et d'éoliennes en Chine, elle est en train d'exploser. Et autant on est très en retard sur nos objectifs climatiques, et il ne faut pas le nier, il faut être conscient du retard qu'on a, autant aujourd'hui, du point de vue du développement des outils qu'on a pour faire cette décarbonation, c'est en train d'exploser. Quand on regarde les courbes, notamment depuis 2020, il y a vraiment une accélération qui est en train de s'opérer. La guerre en Ukraine a aussi joué un rôle du point de vue des décideurs qui se sont dit, OK, quand c'était pour le climat, on le faisait, mais on a entraîné un peu la patte. Là, on capte qu'il y a aussi des enjeux économiques, de dépendance, etc. derrière. Et il y a vraiment une sorte de switch, c'est peut-être peut-être encore un peu optimiste, mais en tout cas, il y a vraiment une accélération qui est en train de s'opérer. Et du coup, tous ces pays qu'on imagine comme des pays à charbon, des pays très sales, si c'est ailleurs, c'est forcément très sale, etc. Oui, c'est souvent le cas, notamment pour l'exploitation minière, alors moins pour des enjeux climatiques, mais pour des enjeux de pollution de l'eau localement, d'utilisation de produits chimiques, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a encore énormément de problèmes et qu'il va falloir améliorer ça. Mais du point de vue du climat, il faut comprendre que ça accélère partout et pas juste
pas juste en France ou pas juste en Europe. Au contraire, même ça se déploie plus rapidement en Chine qu'en France. En France, on a un peu vécu sur nos acquis. On a hérité d'une décision qui n'avait rien à voir avec le climat des années 80 de construire plein de centrales nucléaires après avoir construit plein de barrages. Ça nous a donné une électricité très bas carbone pendant très longtemps. On s'est un peu reposé là-dessus pour pas trop avancer sur le chauffage, pas trop avancer sur la mobilité. Par exemple, en France, des fois, on aime bien critiquer les Allemands en disant voilà, eux, ils sont anti-nucléaires, mais regardez, ils ont plein de centrales à charbon. Et s'ils avaient gardé leurs centrales nucléaires, ils auraient pu diminuer leur charbon, diminuer le gaz. Et c'est vrai, c'est un constat que je partage. Mais en même temps, les Allemands, ils ont pas mal d'avance sur nous, par exemple, sur l'isolation des bâtiments et sur le chauffage. Principalement sur l'isolation des bâtiments. Du coup, on a de quoi faire pour accélérer en France, pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Surtout que, et c'est un des gros enjeux qu'on traite dans le livre, tout notre parc de production électrique sur lequel on a vécu, qui nous a donné une électricité qui était à la fois dans les moins pires pour le climat et aussi assez peu chère comparée aux autres pays d'Europe pendant des décennies. Et en plus, même une électricité abondante, puisqu'on était souvent exportateur, et que ça faisait même gagner plusieurs milliards d'euros à la France chaque année. Là, on se réveille un peu en gueule de bois en ce moment, en se rendant compte à la fois que notre parc de centrales, on va le prolonger, mais il commence à être un peu vieillissant. Du coup, au niveau de la sûreté, c'est pas un problème, parce qu'on change les éléments au fur et à mesure du temps. La sûreté des centrales a même augmenté depuis 10-20 ans parce qu'on a rajouté plein d'éléments, etc. Par contre, effectivement, il y a des fois, il faut changer des éléments, il faut faire de la maintenance. On se rend compte que tel truc qui a 20 ans, il a telle petite faiblesse et tout. C'est très bien qu'on s'en rende compte, ça montre que c'est suivi. Mais par contre, des fois, ça crée, comme l'année dernière, des arrêts de centrales. Et du coup, la France s'est retrouvée à importer, la France s'est retrouvée à avoir une électricité encore plus chère que les autres pays. C'est pas uniquement le gaz très cher à cause de la Russie qui a fait l'explosion des prix de l'électricité en France l'année dernière, c'est aussi l'arrêt des centrales. Et il y a un petit peu une prise de conscience qui commence tout juste à s'opérer, qu'en fait, notre parc de production, il va falloir le remplacer. Et en fait, comme on a construit toutes ces centrales très rapidement, en 10-15 ans, il va falloir aussi avoir des nouvelles capacités de production d'électricité bas carbone très nombreuses et massives qu'on va devoir aussi construire dans une période de temps très réduite. Et ça va être un défi énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne se rend pas encore compte collectivement de à quel point ça va être pas évident de construire assez vite toutes ces sources de production électrique. D'autant plus qu'il ne faut pas juste reconstruire ce qu'on a aujourd'hui, il faut en construire plus. Parce qu'en fait, tous les scénarios des experts montrent que si on électrifie les voitures, si on remplace le gaz dans l'industrie par de l'électricité ou par de l'hydrogène qu'on doit produire avec de l'électricité, si on se chauffe avec de l'électricité, tous ces nouveaux usages électriques dont on a besoin pour virer le pétrole et le gaz, ils vont nous demander de l'électricité. Ce qui fait que d'ici 30 ans, on va avoir besoin d'un bon tiers d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Et toute cette électricité, on veut qu'elle soit bas carbone pour ne pas détruire le climat. J'allais y venir justement, tu fais un pont parfait avec ma prochaine question, puisqu'il y a un mot qui est très à la mode et qui est beaucoup revenu, c'est celui de sobriété, qui est dans tous les discours politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, voilà, peu importe les étiquettes. Pour autant, ce qui ressort quand même de votre ouvrage, c'est que même si on adopte cette posture de sobriété, qu'on essaie de consommer différemment, moins, on aura toujours besoin de plus d'électricité. Nous, c'est quelque chose qui nous a un peu étonné en vrai, c'est de découvrir que du coup le chiffre que je donnais juste avant ta question de 30% de besoin d'électricité en plus dans 30 ans, ce qui est énorme, ça veut dire qu'il va falloir construire beaucoup alors selon votre goût, centrales nucléaires, éoliennes, panneaux solaires, etc. Ça, c'est un peu un scénario tendanciel, mais déjà assez optimiste, c'est-à-dire avec beaucoup de rénovation des bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie, avec des bons progrès pour que les objets consomment moins d'électricité, etc. Et là, ça fait plus 30%. Mais il y a des gens qui se sont dit, OK, maintenant, si on fait un effort important de sobriété, en plus de ça, est-ce qu'on peut avoir besoin de moins d'électricité ? Du coup, en France, l'association un petit peu en pointe sur la sobriété, c'est Négawatt. C'est dans leur nom, Négawatt, consommer moins de watts. Et alors, eux, ils créent des scénarios où ils essayent d'imaginer qu'on soit
collectivement beaucoup plus sobre. Donc par exemple, on supprime totalement en 30 ans les vols intérieurs, on fait 2 fois moins de kilomètres en général pour se déplacer, on a plus de personnes dans chaque voiture qui circule, on a moins d'espace à habiter par personne, ce qui et pas si facile que ça, puisqu'en fait, depuis 30-40 ans, on est dans une évolution historique où les couples se forment plus tard, les couples se défont plus souvent, et donc on peut avoir facilement 2 maisons à un moment avec les parents et la chambre de l'enfant dans une maison, la chambre de l'enfant dans l'autre maison, etc. On a aussi des gens qui vivent plus vieux, notamment souvent les femmes, et qui essayent, et qui pour le moment ont plutôt tendance à vouloir rester le plus longtemps possible chez elles, souvent. Et du coup, tous ces facteurs un peu de fond font que le nombre de personnes, enfin le nombre de mètres carrés par personne a plutôt eu tendance à augmenter depuis 30-40 ans. Du coup, en fait, il faudrait aller à rebours de cette tendance, et du coup c'est pas impossible, ça veut dire plus de colocation, peut-être des choses avec des maisons où il y a à la fois des personnes âgées, des personnes des étudiants, etc. Il y a des choses qu'on peut imaginer, mais faut être conscient que c'est des hypothèses assez ambitieuses souvent, et en fait si toutes ces conditions-là sont remplies, Negawatt trouve qu'on aura quand même besoin de 10% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Donc on comprend que la sobriété, ça nous aide à ne pas trop faire exploser nos besoins d'électricité, mais ça ne nous permet absolument pas de faire tout le chemin. Vraiment pas. Du coup, le slogan qu'on a entendu plein de fois, qui est super sexy, de la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors oui, mais en fait, pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie, pour soigner des gens, pour se déplacer, pour se chauffer, pour construire des objets, pour faire toutes ces choses-là, tout ça, ça demande de l'énergie. Et du coup, l'énergie qu'on utilise pour vivre correctement, elle est très bien aussi, et on aura besoin de la produire dans tous les cas. Donc la sobriété, c'est quelque chose qui nous aide en général, mais qui est loin d'être suffisant. Après, il y a certains secteurs où ça nous paraît être vraiment crucial. Donc par exemple, l'aviation, c'est un secteur qui explose, dont les émissions explosent, où on utilise du pétrole, donc le kérosène c'est du pétrole, pour faire voler nos avions. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de technologie sérieuse qui permettra de décarboner l'aviation à temps pour être aligné avec des objectifs climatiques. Ah bon ? Et tu crois pas à l'avion à l'hydrogène ? Non, alors ça c'est un truc rigolo, c'est en bossant sur le sujet. On a 2 vidéos sur l'avion et le climat sur notre site, et du coup on a bien bossé tous les trucs qui existaient, etc., pour essayer de comprendre. Parce que des fois les industriels montent des plans et en fait ça marche vraiment. Ah non, mais attends. Mais pour l'avion, moi je reçois, je pense, un communiqué de presse par semaine pour me vanter les bienfaits de l'avion à hydrogène. Donc j'aimerais bien du coup, que tu marrant, nous expliques pourquoi c'est pas du tout volé vert, quoi. En gros, donc je vais la faire en rapide parce que sinon ça peut être long, mais en très rapide, il y a 3 pistes pour l'avion. Il y a l'avion électrique, mais en fait ça c'est envisagé quasiment que pour des tout petits avions, parce que sinon les batteries sont trop lourdes. Donc ok, pour prendre un avion qui envoie des médocs à tel endroit, etc., c'est possible, mais pas pour transporter des passagers. Ensuite, il y a le grand rêve de l'avion à hydrogène. Alors, il y a les 3/4 déjà des gens de l'industrie qui n'y croient pas du tout. Je sais qu'en France, Airbus avait demandé à Rolls-Royce, qui fait des moteurs, de développer des trucs là-dessus, et eux leur avaient dit non... Genre nous, on y croit tellement pas qu'on n'a même pas envie de faire semblant de faire un truc là-dessus, parce que c'est un tunnel, ça mène nulle part. Donc bon, ça montre que bon, voilà. Et les objectifs, par exemple de Airbus, leurs objectifs optimistes, c'est d'avoir un premier proto en 2035. Bon, quand on annonce 2035, c'est pareil pour tous les... souvent, on pense aux centrales nucléaires qui mettent toujours plus de temps, mais en fait, c'est dans la construction de gros projets industriels, c'est toujours le cas. Et donc, 2035, ça voudra peut-être dire 2040, 2045. Donc, si on imagine bien que c'est le début et qu'ensuite, il faut déployer... Déjà, que ça marche, ensuite, il faut le déployer, il faut créer toute l'infrastructure dans les aéroports, sachant que l'hydrogène, c'est un gaz ultra explosif, ultra inflammable, ce qui éventuellement peut être un petit peu problématique quand on vole dans les airs. Bref, c'est une solution auquel énormément d'acteurs de l'industrie elle-même ne croient pas. Et après, la troisième piste dont on parle pas tant que ça, mais qui en fait est la moins ridicule, c'est de passer par des biocarburants, donc c'est-à-dire ou des carburants de synthèse, c'est-à-dire de synthétiser des équivalents de pétrole, mais qu'on a produit avec de l'électricité, par exemple, ou avec des plantes dont on fait du carburant. Ça, c'est possible. On en a quelques pouillème 2% déjà dans certains vols aujourd'hui. Le problème, c'est que ça demande des quantités c'est ce que d'électricité ou de terre qui sont
incroyable. C'est vraiment... alors, j'ai plus les chiffres en tête. On donne un exemple dans notre site de ce qu'il faudrait produire en électricité pour décarboner juste le trafic aérien de la France. C'est des trucs complètement délirants. Donc, en fait, ça va pas se faire, sachant qu'en plus... On aura besoin de ces terres pour déjà nourrir... Déjà, il va falloir nourrir les humains. Ensuite, ce qu'on pourra utiliser comme terre pour produire de l'énergie, il y a énormément de secteurs qui veulent pouvoir les utiliser pour dire qu'ils font leur part. Et du coup, ça va être très compliqué. Donc, par exemple, nous, pour l'aviation, on ne pense pas qu'il y a, que si on est sérieux sur le climat, il y a à l'heure actuelle beaucoup d'autres choix que de juste limiter le trafic, se débrouiller pour que ce soit qu'on prenne moins l'avion, que progressivement ça soit plus OK socialement de prendre l'avion pour faire un week-end, et que qu'on accepte collectivement de diminuer nos usages de l'avion et qu'on repense nos rapports aux vacances, aux voyages, etc. Voilà. Du coup, la sobriété au niveau collectif, ça nous permet pas, c'est pas une baguette magique, mais il y a certains secteurs, l'avion, la viande de bœuf, certains secteurs comme ça, qui ont un gros impact et qu'on ne sait pas aujourd'hui bien décarboner. Et pour ces secteurs-là, probablement qu'une logique de sobriété, elle, là va être vraiment très importante si on veut être à la hauteur de ce qu'on a à faire, quoi. Ouais, mais une logique de sobriété à grande échelle. Parce que ça va être... quand bien même nous, on change, etc., on aura besoin aussi que ce soit... encadré, réglementé, tu vois, si on veut limiter le trafic aérien, on y revient à chaque fois, mais c'est quand même, ça reste très compliqué de se déplacer en France dans certaines zones, et il faudra aussi remédier à ces problématiques-là. Oui, ça veut dire passer par des lois, ça veut dire développer des moyens alternatifs, ça veut dire développer peut-être des lignes à grande vitesse entre capitales européennes, etc., des choses qui peuvent avoir des impacts, qu'on peut questionner, etc. Mais si on veut embarquer une majorité de gens dans le fait de se passer largement de l'avion, il va falloir rendre ça acceptable, désirable, etc. Et ça va être un enjeu essentiellement politique. Le fait de individuellement décider de plus prendre l'avion, de moins prendre l'avion, c'est un peu une sorte de... C'est bien, ça crée un modèle pour des gens, ça crée des discussions, ça permet de sensibiliser, etc. Mais c'est une condition pour un jour que ça devienne quelque chose de plus collectif, de plus réglementaire, pour que ça passe à l'échelle. Parce que c'est trop dur de ne pas prendre l'avion quand ça coûte 6 fois moins cher que de prendre le train et que ça prend 3 fois moins de temps. Ça demande un vrai acte, un vrai engagement, etc. Et il faut si on veut que la majorité des gens le fassent, il faut qu'à un moment, ça soit facile de ne pas le faire. Tout à fait. Bon, on a fait une digression sur l'avion. Mais je suis contente d'avoir ta réponse sur l'hydrogène parce que il y a encore pas longtemps, je sais pas, quelques semaines, à la télé, que je ne regarde jamais, il se trouve que là, je regardais Jean-Michel Apathy, je crois, expliquait, mais c'était vraiment don't look up, tu vois, expliquait en toute détente qu'il y allait avoir des solutions et que l'avion à hydrogène en faisait partie. Mais c'est très dur de se repérer dans le greenwashing et en fait mais je pense qu'il y croyait en plus. Je pense que oui. En fait, si t'as pas travaillé le sujet, t'as pas forcément trop de raisons de pas y croire. Simplement, quand tu bosses ce sujet, tu te rends compte que c'est peu crédible. Mais certaines fois, des acteurs te disent qu'ils vont décarboner leur secteur et ils le font vraiment. Du coup, c'est pas... Les industriels mentent pas toujours quand ils disent qu'ils ont une solution pour diminuer l'impact de leur activité. Simplement, il y a besoin de travailler un peu pour se rendre compte des fois où c'est du bullshit, des fois où c'est vrai, des fois où ça peut être vrai mais ils le font pas. Et du coup, faut les obliger à passer du discours aux actes. Et ça, c'est un peu le travail que plein de gens essayent de faire. Et du coup, nous aussi, à notre petite échelle, dans nos vidéos ou dans le bouquin, c'est de faire la part dans l'éventail des solutions entre ce qui est crédible, ce qui n'est pas crédible, pour se repérer tout simplement. Et justement, pour se repérer en tant que citoyenne français et française, il y a aussi beaucoup de débats qui opposent des pros et des anti-nucléaires. Je pense que les auditeurs l'ont compris en écoutant le podcast, mais vous n'avez pas une position tranchée. Vous êtes plutôt pour ce mix énergétique qui impliquerait à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire. Néanmoins, j'avais quand même envie qu'on explore ensemble cette piste où on se passerait du nucléaire.
Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça impliquerait? Et voilà, quelles sont les perspectives? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place 2050 ou plus tard? Ok, bah oui, avec plaisir. Bah, c'est un des gros débats hein, sur une fois qu'on a dit que pour éliminer le pétrole, gaz, charbon, il fallait avoir de l'énergie bas carbone et que cette énergie, en grande partie, ça va être de l'électricité. Parce qu'il y a aussi le développement un peu de bioénergie hein, pour se chauffer. Mais bon. Mais le gros, ça va être de l'électricité. Et du coup, cette électricité, il faut la produire. Et du coup, le grand débat en France, c'est pas forcément partout pareil, mais le grand débat, c'est pro-nucléaire, anti-nucléaire. À la fois parce qu'on a une industrie nucléaire historiquement très forte en France. Et du coup, il y a des gens qui sont très pour, des gens qui sont très contre, etc. Nous, on a eu un peu un parcours... classique de pas mal de gens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a à la base plutôt une culture, une tradition politique de gauche écolo, et du coup on est parti plutôt anti-nucléaire quand on ne connaissait pas spécialement grand-chose de sujet. Ensuite, à la fois en travaillant et en passant aussi par les vidéos, les livres, etc. de Jean-Marc Jancovici, on a été convaincus de l'intérêt du nucléaire pour des raisons que je vais expliquer dans 2 minutes. Et on est devenu même un peu sceptique du déploiement des énergies renouvelables. Et après, on a, alors pas refait 180 degrés, mais on a rebougé, c'est-à-dire que en continuant à travailler, on s'est rendu compte que Jean-Marc Jancovici, il raconte plein de trucs intéressants, mais il y a certains sujets où il dit des trucs très datés ou même faux, notamment sur les énergies renouvelables. Et en fait, ça nous a amené à notre position actuelle, qui est de défendre à la fois la construction de nouveaux réacteurs pour la France et à la fois le déploiement rapide et massif des panneaux solaires et des éoliennes. Et alors, il y a plein de raisons à ça. Et je réponds pas exactement à ta question, je vais y venir. Je vais revenir quand même au problème que j'évoquais tout à l'heure. Il va falloir remplacer une grosse partie de notre parc de centrales et produire 30% d'électricité en plus. 10% au minimum du minimum si on est très sobre. Ça va demander de déployer massivement des moyens de production d'électricité à une échelle sur 30 ans qui a l'air un peu longue. À l'échelle d'une vie, 30 ans, ça a l'air long. Mais à l'échelle de la production de moyens d'électricité, c'est court. Par exemple, les premiers projets d'éoliennes offshore qui viennent d'être raccordés, en fait, souvent, le projet date d'il y a 10 ans. Les centrales nucléaires, on a tous vu les déboires de Flamanville. Alors, c'était un prototype, ce sera sûrement mieux pour les prochaines, mais c'est quand même des projets de long terme qui peuvent facilement prendre 10 ans. Donc, en fait, dans l'énergie, 30 ans, ça va très vite. Et du coup, pour nous, la vraie urgence, c'est de s'assurer qu'on aura assez d'électricité bas carbone pour ne pas continuer à utiliser des énergies qui défoncent le climat et ne pas non plus nous retrouver dans une situation où on serait en pénurie d'énergie subie, parce que quand on choisit de consommer un peu moins d'énergie, c'est cool. Quand on le subit parce que c'est très cher, ça impacte tout le monde, ça appauvrit tout le monde, ça appauvrit particulièrement les plus pauvres. Et du coup, il y a un enjeu aussi de maintenir un niveau de vie décent en ayant un accès suffisant à l'énergie, à une énergie pas trop chère. Et ça, on en a eu un exemple même cet hiver. C'est ça, et ça, c'est vraiment rien par rapport à ce qui se passera si on subit le pic pétrolier, des difficultés d'approvisionnement sur le gaz, et qu'on n'a pas construit assez de moyens de production d'électricité bas carbone pour pouvoir les remplacer. Et là, ça risque d'être bien pire que ce qu'on a vécu cet hiver, où on avait encore les moyens d'arroser de boucliers tarifaires, de faire de la dette publique pour compenser l'explosion des prix, ce qui fait qu'en réalité, on n'a pas du tout senti même la montée réelle des prix. On n'a eu qu'un tout petit bout en tant que consommateur. Si ça devient bien pire que ça, à un moment, l'État ne pourra même pas éponger faire encaisser le choc. Et là, ce sera vraiment dramatique. Des gens qui pourront plus se chauffer en hiver, qui vont mourir, etc. Donc, on peut imaginer que ça aille jusque-là. Donc, c'est quelque chose que nous, on veut éviter à tout prix. Et c'est une des raisons qui explique qu'on défende de déployer le plus vite possible tous les outils qu'on a pour produire de l'électricité bas carbone. Ensuite, est-ce qu'on peut faire que du renouvelable ? Alors aujourd'hui, il y a clairement des scénarios qui envisagent de le faire, notamment dans le gros travail d'experts qui fait un peu référence en France depuis fin 2021, début 2022, qui est le rapport RTE. RTE, c'est les gens qui
qui ont comme travail d'acheminer l'électricité dans le pays et du coup de s'occuper qu'à chaque instant sur le réseau, on produise autant d'électricité qu'on en consomme, parce que si c'est pas le cas, ça fait cracher le réseau. Donc c'est absolument essentiel que ce soit toujours le cas à chaque instant tout au long de l'année. Du coup, c'est les spécialistes de l'équilibrage du réseau et du coup c'est leur boulot de s'assurer qu'on ait bien assez d'électricité tout le temps, etc., de prévoir ça à la fois sur des échelles très courtes et sur des échelles très longues. Et du coup, eux ont chapeauté un gros travail d'expertise avec les industriels de toutes les productions d'énergie, avec les réseaux d'experts, avec les associations pro-nucléaires, anti-nucléaires, enfin tout ce qu'on veut, pour essayer de comprendre quel pouvait être l'avenir électrique de notre pays. Et ils ont fait des scénarios 100% renouvelables. Alors pourquoi nous, on n'est pas pour ce choix ? C'est que quand on fait ça, on se rend compte que les scénarios 100% renouvelables aujourd'hui, ils produisent une électricité qui est quand même pas mal plus chère que si on fait du renouvelable et du nucléaire, parce que l'électricité renouvelable, au niveau d'un panneau solaire ou d'une éolienne, aujourd'hui, elle est moins chère qu'au niveau d'une centrale nucléaire. Ça, c'est quelque chose qui en plus ne fait que s'accentuer, parce que les prix de panneaux solaires et d'éoliennes ne font que s'effondrer. Donc on pourrait se dire, ça doit être moins cher de faire du 100% renouvelable. Alors non, parce qu'en fait, il y a deux prix. Il y a ce prix au niveau d'une centrale, et après, il y a le prix du système entier dans un pays. Et quand on veut avoir de l'électricité tout le temps dans un pays, on veut avoir de l'électricité aussi quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Et ça, il faut pour faire ça, il faut pouvoir stocker de l'électricité, il faut pouvoir avoir des batteries, il faut pouvoir prévoir des fois de consommer moins d'électricité, il faut prévoir de pouvoir transformer cette électricité en hydrogène pour ensuite pouvoir, quand on n'a pas assez d'électricité, brûler cet hydrogène pour en récupérer. Il y a plein de leviers qui existent pour pouvoir gérer cette production variable ou intermittente des énergies renouvelables. Mais tous ces leviers-là, ils ont un coût. Et c'est ça qui explique tout le coût de tous ces leviers, qu'au niveau du système entier, ça reste aujourd'hui plus cher du 100% renouvelable que du nucléaire. Et pourquoi ça nous embête d'avoir une électricité plus chère, et plus chère à hauteur de 10 milliards par an pendant 30 ans, donc c'est pas rien non plus. Ça nous embête parce que si on a de l'électricité plus chère, ça veut dire que ce sera plus cher pour les industriels d'arrêter le gaz et de passer à l'électricité. Ça sera plus cher d'avoir des voitures électriques, et du coup ce sera plus facile pour les lobbies de la voiture thermique de défendre la voiture thermique plus longtemps, etc. Et aussi parce que ça va impacter, ce que je disais juste à l'instant, ça va impacter les gens les plus pauvres, etc., qui vont se retrouver à avoir une facture d'électricité qui va devenir leur facture d'énergie petit à petit. Aujourd'hui, on paye le gaz, l'électricité, le machin. Dans 30 ans, notre facture d'électricité, ce sera notre facture d'énergie. Et du coup, le prix de cette électricité, il va être très important aussi pour le niveau de vie de tous les Français. Et du coup, il y a ce truc-là, et il y a aussi le fait que en hiver, il y a des moments où les éoliennes produisent très peu, où les panneaux solaires produisent assez peu vu qu'il fait moche, même si c'est pas du tout zéro non plus. Et il y a des moments où pendant 2-3 semaines, il y a peu de vent, et c'est des moments où à la fois il fait extrêmement froid et où il y a peu de vent. Et c'est des moments qui sont les plus difficiles à passer pour des systèmes 100% renouvelables, qui n'existent pas aujourd'hui, mais quand on essaie de les modéliser sur papier. Et du coup, là, la seule technique qu'on a aujourd'hui pour passer ces moments-là, c'est de construire des électrolyseurs pour transformer l'électricité qu'on a beaucoup en hydrogène, pour cramer cet hydrogène quand on n'en a pas assez. Et ça existe, il y a des prototypes, etc. Mais ça demande énormément d'électricité, ça coûte très cher. Tout cet hydrogène qu'on produit, pour l'utiliser quand on en a besoin, il faut le stocker. Aujourd'hui, il y a des projets de le stocker en profondeur dans des endroits, etc. Mais l'hydrogène, c'est extrêmement volatile, c'est très très léger, etc. C'est pas si facile. Et en fait, on n'est pas complètement certain que ce dispositif, on arrive à le mettre en place à une échelle massive à laquelle on doit le faire en 10, 15, 20, 30 ans. Et du coup, alors que si on garde du nucléaire, qui est l'autre option, ces besoins-là de flexibilité, ces besoins-là de gestion d'intermittence, ils sont beaucoup moins forts parce qu'on peut se reposer sur 20-30% de production du nucléaire qui produit plus ou moins en continu, à part quand il faut faire de temps en temps un arrêt pour faire la maintenance, etc. Mais de base, ça produit en base, justement, c'est-à-dire en continu. Et du coup, ça, plus nos barrages électriques qui sont d'une énergie renouvelable, qui a aussi la qualité de pouvoir être pilotable, de pouvoir produire quand on en a besoin et pas juste quand il fait beau, etc. Ça diminue énormément les besoins de flexibilité. Et du coup, dans un système où on a les deux, on a les avantages d'avoir du solaire et de l'éolien qui sont très peu chers, de moins en moins chers, etc., sans leurs inconvénients, qui sont les coûts énormes de la gestion de l'intermittence. Et du coup, c'est ce qui explique à la fois que c'est un système moins cher au global, et aussi c'est un système qui est plus résilient,
Parce que si on se rend compte qu'on a besoin encore d'un peu plus d'électricité que prévu, parce que par exemple on a pris des retards énormes dans la rénovation des bâtiments pour leur faire consommer moins d'énergie, ce qui est le cas aujourd'hui, on est à la rue là-dessus, il y a des objectifs... On n'est pas hyper bien embarqué, en campagne effet. après campagne, il y a des objectifs super ambitieux, etc. Et quand on regarde concrètement, on a fait des vidéos là-dessus sur le site, les réalisations exactes, les bâtiments qui deviennent effectivement, qui consomment moins d'énergie pour être chauffés, etc. On est vraiment à la rue. Bon, bah, tout ça, ça va faire plus d'électricité. Et du coup, si on a besoin de plus d'électricité, qu'il faut accélérer, alors qu'on a déjà compris qu'il fallait en faire beaucoup, bah, si on s'est donné qu'un seul outil pour le faire, ça devient très, très, très compliqué d'y arriver. Et du coup, là, on peut vite arriver à des situations assez dramatiques où on dira que c'est la faute de ceux d'avant et qu'ils avaient qu'à mieux prévoir et que nanana, etc. Donc, nous, on n'a pas envie que ce soit le scénario qui se produise. Mais du coup, dans l'état actuel des choses, on pense que c'est plus sûr pour notre pays, c'est plus sûr pour le climat d'utiliser tous nos outils avec l'idée que si un jour on est absolument certain qu'on peut se passer du nucléaire en ayant une énergie peu chère et qu'on veut du coup éliminer les risques du nucléaire, bah, très bien, on le fera. Mais à l'heure actuelle, ça nous semble un pari qui est risqué. Très intéressant, c'est très clair, merci beaucoup. Effectivement, ça semble assez risqué de se passer du nucléaire. Alors, bon, selon les camps politiques ou idéologiques, il y a différents arguments contre les éoliennes qui tueraient des oiseaux. Je ne sais plus, il y a la stat dans votre bouquin, c'est genre 4 oiseaux par an, je crois. Ouais, enfin c'est... Ou 5, le truc qui tue les oiseaux, c'est les chats. Voilà, exactement. Les chats, ça tue énormément d'oiseaux et pour chaque sujet, il y a voilà, des arguments un peu comme ça, des idées reçues. Pour le nucléaire, il y a de vrais sujets qui sont ceux de la sûreté, notamment. On a vu les accidents à Fukushima, etc. Et aussi l'enjeu des déchets nucléaires. Et on en parlait juste avant d'enregistrer, puisque hier, j'ai pu visiter le centre CIGEO. Mais voilà, ça, c'est 2 points clés sur lesquels j'aurais aimé que tu nous apportes quelques explications. Alors, on ne pourra pas évidemment rentrer en détail, parce que c'est des sujets complexes. Néanmoins, je pense qu'il y a eu aussi il y a de fausses appréhensions autour de ces sujets-là. Il y a peut-être une méconnaissance parce que là encore, c'est des sujets qui nous paraissent complexes ou en tout cas qui nous ont été présentés comme complexes. Et donc, on a l'impression qu'on ne va pas forcément comprendre ou pouvoir s'y intéresser. Ouais, alors ça, c'est sûr. Et nous, c'est un cheminement qu'on a fait progressivement sur des années en travaillant sur ces sujets. Alors déjà, pour le dire tout de suite, notre conclusion, c'est pas qu'il n'y a pas de risque nucléaire, bien sûr, il y a un risque, notamment d'accident, qui est, voilà, tout est fait pour le amener le plus proche possible de zéro, mais ça n'existe pas, le risque zéro. Cela dit, alors c'est quoi notre... alors on le développe dans le livre, mais on le développe surtout énormément dans des vidéos qu'on a fait sur Osons Comprendre et qui d'ailleurs sont passées en accès libre sur Osons Causer pour celles sur les déchets nucléaires. Que je mettrai dans la barre de description parce qu'elle est très intéressante. Et du coup, nous, on a... Enfin, Ludo, avec qui j'écris les vidéos, que vous connaissez si vous nous connaissez, parce que c'est lui qui présente les vidéos qu'on écrit ensemble. Il vient de l'Est, il vient de Strasbourg, et du coup, là-bas, c'est plein de gens sont contre ce projet. Du coup, lui, il partait énormément avec cette idée-là. Et après, oui, en bossant sur le sujet, on s'est rendu compte que déjà qu'on n'avait pas d'autre option que d'enfouir les déchets nucléaires profondément sous terre, parce qu'en fait, la solution qui est proposée souvent par les opposants au projet d'enfouissement, c'est de les garder en surface en espérant qu'on trouve une solution. Et nous, on n'est pas du tout OK avec cette solution, alors, notamment parce qu'en fait, le projet CIGEO prévoit de toute façon un siècle de réversibilité. Donc, c'est-à-dire que si, par chance, on trouve une solution quelque part dans le monde d'ici 100 ans, on pourra, si elle est vraiment meilleure, on pourra l'utiliser. Et si on n'a pas trouvé de solution dans 100 ans, pour nous, c'est pas juste de léguer ce problème aux générations futures qui n'auront même pas bénéficié de la production d'électricité nucléaire en leur disant démerdez-vous. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quelles conditions économiques ils seront, quels moyens ils auront, etc. Donc pour nous, ça, c'est une solution éthiquement qui ne nous convient pas du tout, d'une part. Et des fois, certains discours d'opposants au projet essayent complètement de cacher qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Et après, il se trouve qu'aussi, en travaillant sur le dossier, on a aussi été très largement rassurés
sur la pertinence du projet et que c'était effectivement une bonne solution. Et en fait, oui, ce qui est marrant, c'est que souvent, ce qui angoisse le plus avec cette idée d'enfouir des déchets qui sont radioactifs pendant très longtemps, c'est le long terme. Il y a une angoisse de la très longue durée, du fait qu'on ne pourra pas le contrôler, etc. Et en fait, nous, plus on a travaillé, plus les enjeux qui nous paraissent important en termes de sûreté, c'est plutôt le court terme. C'est plutôt la partie de construction du lieu, c'est plutôt de descendre les déchets sans qu'il y ait d'accident, sans que les personnes qui travaillent dedans aient d'accident, etc. C'est plutôt l'entreposage lui-même, alors que plus on a travaillé sur le long terme, plus on a compris que en fait, les risques de dispersion de la radioactivité étaient vraiment ridicules. Enfin, c'est très très bien pensé, les barrières à la dispersion de la radioactivité sont telles que la peur de retrouver cette radioactivité dans les nappes phréatiques, etc., aujourd'hui, on ne l'a plus du tout. Alors, je pense que c'est difficile de convaincre, d'expliquer ça en 2-3 minutes, mais pour vous donner quelques petites idées, peut-être vous donner envie d'approfondir. Par exemple, un des trucs les plus radioactifs dans les déchets nucléaires, c'est le plutonium. Et d'autres produits de fission qui sont extrêmement radioactifs. Mais les choses les plus radioactives, d'une part, il y en a plein qui, au bout de quelques milliers d'années, deviennent peu radioactifs. Pas plus radioactifs que de l'uranium naturel, par exemple, qu'on peut bouger à main nue. Et d'autre part, c'est des atomes qui sont très lourds et qui se déplacent très peu. Il y a des endroits où il y avait ces atomes-là dans la nature, parce qu'il y avait des réactions nucléaires, naturelles, etc., quand il y a des milliards d'années. Et en fait, on se rend compte que des fois, il y avait même des cours d'eau qui passaient, etc., et que ça bougeait de quelques mètres en très très longtemps. Et du coup, le gros de la radioactivité est contenu dans des atomes très lourds qui de base, ne vont pas se déplacer. Et ensuite, il y a certains éléments radioactifs qui ne sont pas du tout les pires en termes de radioactivité, mais qui sont légers et qui se déplacent plus rapidement. Et en fait, tous les scénarios où on retrouve peut-être un tout petit peu de radioactivité à la surface, etc., c'est des scénarios où c'est ces atomes-là qui peuvent éventuellement se balader dans la roche et qui, sur des centaines de milliers d'années, peuvent se retrouver en très faible quantité quelque part si on n'a pas de chance et que tout s'est cassé, que rien n'a tenu, etc., etc. Et même dans ces cas-là, qui sont les scénarios du pire, on retrouve des niveaux de contamination radioactive qui sont très faibles, qui sont largement en dessous de ce qui peut avoir des impacts sur la santé. Et du coup, pour nous, le long terme, c'est vraiment... Plus on a bossé, moins on est angoissé. Voilà. Et après, le court terme, ça nous paraît gérable, mais c'est un travail de... du coup, tu es mieux placé d'une certaine manière que moi, même si nous, on a bossé sur les rapports énormément, mais on ne l'a pas vu en vrai. Mais oui, construire quelque chose à 500 mètres sous terre, dans lequel tu dois déplacer des objets qui sont eux-mêmes très très sensibles, très radioactifs, etc., c'est techniquement une prouesse en vrai et un gros enjeu, un gros défi. Et ça, c'est ce truc-là pour lequel il faut, d'après nous, avoir des niveaux d'exigence qui nous semblent être ceux qui sont en place actuellement, mais qui gagnent à être challengés pour qu'ils soient le plus respecté possible, le mieux possible, pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas des gens qui meurent là-dedans, pour pas qu'on ait un colis où on n'avait pas prévu que tel truc pouvait se passer et que du coup ça bloque pendant 10 ans le truc, etc. Et voilà, donc pour nous, les déchets nucléaires, plus on a bossé, moins ça nous a angoissé. Et après, pour la sûreté des centrales, c'est une autre grosse question qu'on peut avoir. Et là, alors, c'est aussi un sujet méga compliqué, qu'il est difficile d'expliquer en 2-3 minutes. Mais déjà, une première chose qu'on a comprise en bossant sur le sujet, c'est que dans une centrale nucléaire, il ne peut pas y avoir d'explosion comme une bombe atomique. Quand il y a des explosions dans des centrales, ce n'est pas une explosion... atomique, c'est une explosion d'hydrogène qui se crée dans la réaction du cœur en fusion, mais qui va disperser de la radioactivité et qui a des dommages qui peuvent être très importants. Donc c'est pas pour dire que ça peut pas être grave, mais déjà c'est bien de comprendre que c'est pas une centrale ne peut pas devenir une bombe atomique. Ensuite, c'est quoi le risque le plus grave dans une centrale nucléaire? C'est que la réaction nucléaire dans une centrale, on peut l'arrêter très facilement, elle s'arrête très facilement automatiquement. Mais une fois qu'on a arrêté la réaction, le cœur du réacteur, il est encore extrêmement chaud et il faut absolument le refroidir pour qu'il ne se passe pas de problème. Et du coup, pour le refroidir, il faut de l'électricité dans la centrale et de l'eau. Et l'électricité sert à amener l'eau et à la faire circuler. Et du coup, tout le jeu de la sûreté dans une centrale, c'est d'avoir plein de systèmes
différents pour s'assurer d'avoir toujours de l'électricité. Et toujours de l'eau. Et toujours de l'eau. Et en fait, alors si vous avez envie de voir à quel point c'est sérieux ou pas la manière dont on a créé la sûreté dans nos centrales, je vous conseille d'aller voir nos vidéos ou de lire le livre. Mais les vidéos, c'est beaucoup plus détaillé. Et en fait, oui, on n'a fait que rajouter des couches, notamment jusqu'à après Fukushima, on a encore inventé, on a rajouté des systèmes de sûreté dans des trucs complètement bunkerisés qui sont résilients à tous les tremblements de terre, les machins que vous voulez, etc. On a une équipe, un peu la cavalerie, façon cavalerie de Lucky Luke, qui est une force de plus d'une centaine de personnes qui est disponible en permanence pour pouvoir intervenir en moins de X heures dans toute centrale en amenant de l'eau, de l'électricité dans toutes les conditions météorologiques. Je vais plus ou moins y arriver. Enfin bref. Et voilà. Et après, donc si vous êtes sceptique sur la sûreté des centrales nucléaires, je ne vais pas pouvoir vous convaincre en 2 minutes, mais les autres choses importantes un peu à comprendre pour se repérer là-dedans, c'est que une des choses essentielles, c'est d'avoir une autorité qui contrôle que les exploitants d'électricité nucléaire font correctement leur taf de sûreté. Et en France, on a une des autorités les plus qualitatives dans le monde, qui est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, avec son bras d'expertise armé qui s'appelle l'IRSN. Et c'est des autorités qui ont une grande indépendance à la fois envers le pouvoir politique et envers EDF, l'exploitant des centrales, et qui sont reconnus dans le monde comme pouvant vraiment mettant la sûreté avant l'intérêt économique, etc. Et même là, on l'a vu, les soucis de corrosion, ça a créé des explosions de factures, ça a créé des grosses tensions, etc. Mais on a mis la sûreté d'abord. Au Japon, par exemple, où il y a eu Fukushima, c'est pourquoi on a eu Fukushima. Alors certes, il y a eu surtout le tsunami, non ? Voilà, il y a eu un tsunami, etc. Mais en réalité, il y avait des autorités locales qui avaient prévenu que les digues n'étaient pas assez hautes. Et en fait, là-bas, cette autorité, elle a beaucoup moins de pouvoir. Du coup, l'exploitant, il lui a dit garde la pêche, je fais pas les travaux. Là où en France, si on fait ça, la SN a dit t'arrêtes ta centrale. Du coup, c'est un peu différent, le rapport de force. Et par exemple, un truc qu'on avait appris notamment avec Tchernobyl, c'est que si un cœur rentre en fusion, il dégage de l'hydrogène, et que si cet hydrogène, s'il s'accumule dans l'enceinte, au bout d'un moment, ça peut créer une explosion et avoir une dispersion de radioactivité. Bon, et du coup, ce qu'avaient proposé les instances internationales de nucléaire avaient dit maintenant, il faut que dans toutes les centrales, on mette des boîtes qui captent l'hydrogène. Et c'est tout con, hein, c'est des boîtes avec une composition chimique qui fait que quand l'hydrogène se dégage, il est immédiatement capté. Et par exemple, en France, depuis, il me semble, alors je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais ça fait un bon moment que tous nos réacteurs sont équipés de, 50, 100 boîtes par réacteur qui servent à ça. Et en fait, Fukushima, il ne l'avait pas fait. Parce que il n'avait pas fait. Alors que, évidemment, tout le monde devait le faire, leur autorité leur avait demandé de le faire, etc. Mais il n'avait pas fait. Et en fait, si ils avaient eu ces installations en place, malgré le tsunami, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, etc., il n'y aurait sans doute pas eu d'explosion des réacteurs, parce qu'il n'y aurait pas eu cette accumulation d'hydrogène. Enfin, elle aurait été captée. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vachement intéressés en creusant le sujet, c'est que souvent on se dit les réacteurs ils sont de plus en plus vieux, donc c'est plus dangereux. Et en réalité, quand on bosse sur la sûreté, on se rend compte que d'une part, plein d'éléments sont remplacés. Quasiment tout est remplacé en fait dans un réacteur ou remplaçable, à part la cuve. Donc c'est pour ça que c'est important que la cuve soit en bon état. Et deux, trois réseaux électriques et en gros voilà. Et du coup, et inversement, plus le temps passe, plus on comprend de choses et plus on rajoute des éléments de sûreté, plus on améliore. Donc typiquement les petites boîtes pour capter l'hydrogène, c'est un exemple. Mais un autre exemple, c'est là en ce moment, on est en train de prévoir et de commencer à faire des récupérateurs de corium en dessous de toutes les centrales. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une des choses qu'on a compris aussi, notamment à Tchernobyl, c'est que si à un moment on perd le refroidissement du réacteur et il peut transpercer
la centrale par le bas et du coup se retrouver en dessous de la centrale avec un risque alors à Tchernobyl ça s'est arrêté et on a eu de la chance, il s'est rien passé, mais ça pourrait contaminer un cours d'eau. Enfin souvent les centrales elles sont à côté d'un cours d'eau parce qu'elles ont besoin d'être refroidies. Du coup on imagine bien la catastrophe environnementale que ça peut faire si un cœur en fusion se retrouve en contact de l'eau. Et du coup même si la probabilité est giga faible, on prévoit déjà de construire des récupérateurs de ce cœur sous toutes les centrales. Et bien évidemment que si on fait des nouvelles centrales nucléaires, elles seront d'office dotées de tous ces systèmes. Donc en fait, nous on a eu une double conclusion en travaillant, c'est que d'une part le risque nucléaire il existe, d'un accident grave qui dégénérerait au point que toutes les barrières de sûreté échouent toutes et qu'on se retrouve avec un équivalent de Fukushima ou de Tchernobyl, c'est possible, mais la probabilité est extrêmement faible. Et du coup, le risque nous paraît en réalité, à comparer avec le risque de rater notre transition énergétique, de manquer d'électricité, d'en avoir de l'électricité trop chère, etc. Et du coup, c'est pas que le risque n'existe pas, c'est qu'il nous paraît suffisamment faible et bien maîtrisé pour être moins fort que le risque de rater la transition énergétique et de bousiller plus notre climat, de manquer d'électricité, etc. Et là, c'est juste un choix perso. Donc, on explique bien, notamment dans notre livre, que le lecteur ou lectrice a tout à fait le droit d'avoir d'autres conclusions en fonction de la priorisation et tout. Nous, c'est juste notre conclusion personnelle. Et si on choisit de construire des nouveaux réacteurs, les EPR, ils ont plein de défauts, ils mettent longtemps, etc. Mais c'est notamment parce que les systèmes de sûreté sont encore plus ambitieux que ce qu'on avait, qui était déjà pas mal. Et du coup, nous, on est vraiment très, très serein par rapport au risque nucléaire qu'on prendrait si on construisait des EPR. Voilà, c'est super long, je suis désolé. Non, c'était pas super long. C'était très intéressant. Je pense que ça répondra à certaines questions que peuvent se poser les auditeurs et les auditrices. Mais effectivement, tu as raison. Je mettrai quand même dans la barre de description votre vidéo, notamment sur les déchets nucléaires, qui est hyper intéressante. Et après, sur la sûreté, je trouve que le passage dans votre bouquin, il est déjà assez complet. Il rejoint beaucoup ce que tu viens de dire. Tu disais là quand tu parlais que donc pour ces raisons de sûreté nucléaire on remplace quand même les éléments etc. donc que c'était pas obsolète et que c'était pas, mais pour autant tu disais que les centrales sont quand même vieillissantes et qu'il faudrait les renouveler ou en créer d'autres, construire d'autres. Là en fait il y a deux éléments. Il y a à la fois le grand carénage. Ça vient de la marine, hein, parce que quand on fait un carénage d'un bateau, c'est de le retaper, etc. Donc là, c'est un peu le gros chantier industriel. Et c'est du coup l'enceinte de la centrale, quoi. Ouais, c'est plein d'éléments de la centrale, et c'est notamment d'installer les générateurs de secours diesel en cas d'accident, c'est de prévoir des nouvelles sources d'eau au cas où une source d'eau sera indisponible. Toutes ces choses-là pour augmenter la sûreté en fait de nos centrales. Il y a à la fois garder à niveau, donc changer les éléments qui pourraient être vieillissants. Donc, typiquement, si on se rend compte qu'il y avait des systèmes de sûreté où il y a des petits trucs de corrosion, faut remplacer, refaire les soudures, etc. pour maintenir la sûreté existante. Et c'est aussi la renforcer en rajoutant des nouveaux systèmes, etc. Et du coup, ça, c'est autant, par exemple, Flamanville, c'est un gros échec industriel, ça a été mal géré, etc. Et du coup, ça, c'est bien de critiquer EDF, enfin, la gestion de projet d'EDF là-dessus. Autant le grand carénage, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est un truc qui a été lancé il y a pas mal d'années maintenant et qui est toujours en cours et qui va se prolonger sur les prochaines années. Et là, c'est quand même un chantier industriel très, très important et qui, pour le moment, a été globalement très bien géré dans les temps, sans trop de problèmes, etc. Et c'est cool, c'est rassurant. Et ça va très, très, très probablement nous permettre de prolonger nos centrales de 40 à 50 ans, peut-être même de 50 à 60 ans pour une partie, même si ce n'est pas garanti, et que ça dépendra notamment de l'évaluation de l'ASN qui jugera ou non que c'est safe. Mais dans tous les cas, cette prolongation, elle n'est pas infinie, notamment parce que la cuve du réacteur, elle vieillit et on ne peut pas la remplacer. Et du coup, on ne va pas pouvoir juste prolonger à l'infini nos centrales. Et si on veut conserver une partie de nucléaire dans notre socle de production d'électricité, il va falloir en construire des nouvelles, qui en plus auront l'avantage de consommer peu d'eau et d'être encore plus optimisées en termes de sûreté. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a parlé du 100% renouvelable et du mix, mais on n'a pas évoqué l'idée de continuer comme aujourd'hui, qui en fait est assez populaire, notamment à droite, à l'extrême droite,
et parfois aussi chez des gens qui suivent Jean-Marc Jancovici, qui ont une image très négative de l'éolien, du solaire, et qui sont dans l'idée de mais pourquoi vous nous faites chier avec les panneaux solaires, les éoliennes et tout, c'est intermittent, c'est moche, insérer la critique du choix qu'on veut. Pourquoi on continuerait pas comme aujourd'hui en continuant à avoir 70-80% de nucléaire et 20% d'hydro en gros, et puis 3 panneaux solaires si vous voulez, mais pas plus que ça, etc. parce que ça marche très bien, non. Et je pense que c'est important aussi d'évoquer ça. On en parle aussi dans le livre d'ailleurs. En fait, quand RTE a fait son fameux rapport pour essayer de comprendre quelles étaient nos options, etc., à la base, ils voulaient avoir des scénarios avec énormément de nucléaire comme ça. Un peu scénario, on continue comme aujourd'hui, quoi. Et en fait, ils se sont rendus compte, dans leur concertation avec les industriels du nucléaire, avec Orano, avec EDF, etc., donc qui ont intérêt, en tout cas pour... Orano, c'est leur métier, c'est leur raison d'être. Qu'ils ont intérêt à vouloir le plus de centrales nucléaires possible, etc. Ils leur ont dit, bon, les gars, vous êtes sympas, mais on va pas pouvoir faire ça. Et le maximum auquel la filière de l'industrie nucléaire en France s'est engagée à être en capacité de réaliser dans les temps pour 2050-2060, c'est d'arriver à produire 50% de l'électricité dont on aura besoin dans 30 ans. Okay. Et du coup, ça veut dire que même si on est pour de nouvelles centrales nucléaires, donc ce qui est notre cas, ce sera pas suffisant. Dans tous les cas, il faudra au minimum du minimum 50% d'électricité renouvelable. Donc dans ces 50%, il y aura peut-être 10 points de barrage, peut-être 15, même si en plus les barrages ils vont être impactés par le réchauffement climatique. Donc on parle souvent de l'impact du réchauffement climatique sur le nucléaire qui est très exagéré, mais en fait l'énergie qui est la plus vulnérable au réchauffement climatique, c'est les barrages, bien sûr. Avec les sécheresses. Et du coup, en vrai, il va falloir dans tous les cas plein de panneaux solaires et plein d'éoliennes. Et ça, je pense que c'est en France et avec préparez-vous. Je pense que c'est important à comprendre. Voilà, que si on est sérieux, si on veut avoir assez d'électricité et pas défoncer le climat, il va falloir dans tous les cas des panneaux solaires et des éoliennes. Mais c'est pas grave, c'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. Donc, ouais, d'ailleurs, moi, j'ai un truc qui me frappe, c'est qu'il y a tout un truc sur l'esthétique des éoliennes, de gens, ouais, c'est moche, etc. Et en fait, je me dis, mais quand tu te balades en voiture, en train, etc., et que tu vois tous les pylônes électriques, mais oui, il y a des lignes à haute tension partout. Ça se voit. Enfin, il y a des fils dans les airs qui se baladent un peu partout, etc. C'est nettement plus disgracieux qu'une éolienne. Et c'est juste que on est habitué. Et en fait, des fois, tu dis, mais des fois, c'est juste, ça n'existe pas, donc on est habitué. Les voitures à essence, ça pue, mais c'est là. Enfin, il y a plein de choses qui sont moches. Je sais pas, les zones industrielles en périphérie des villes et tout, c'est dégueulasse, c'est beaucoup plus moche qu'une éolienne. Mais comme les éoliennes, c'est nouveau et que ça n'existait pas, voilà, on voit à fond, ah ouais, c'est moche, c'est horrible, etc. Bon. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses explications. C'était vraiment hyper intéressant. Évidemment, j'encourage les auditeurs et les auditrices à lire votre bouquin qui est encore plus complet que cet épisode, bien sûr, et qui, je le répète, reste très accessible. À consulter votre chaîne YouTube, mais je pense qu'ils connaissent déjà, mais au cas où s'ils connaissent pas, c'est pas sûr, hein. J'indiquerai bien évidemment le lien dans la barre de description. Et puis merci pour tout le travail que vous faites, parce que c'est d'utilité publique. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.